Le journal de 19h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité politique parlementaire de ce lundi. Alain Juppé confirme l'envoi d'hélicoptères français en Libye pour affiner les tirs contre les forces de Kadhafi. Prudente, Christine Lagarde, elle juge prématuré de se prononcer elle-même sur son éventuelle succession de DSK. Ce dernier évoque son cauchemar dans un message au FMI. Mea culpa des socialistes espagnols après leur déroute électorale face au chômage et à la crise qui provoque, on le voit sur ces images, une rébellion sociale dans le pays depuis la mi-mai. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités. Notez que le premier invité de l'édition du jour sera Georges Tron, le secrétaire d'État à la fonction publique. L'agriculture en crise désormais sur plus de la moitié des départements français. En raison de la sécheresse, le Fonds de garantie des calamités agricoles va être sollicité pour aider les exploitants. Le reportage aujourd'hui de Thomas Raguet chez les céréaliers des Yvelines. À première vue, rien d'anormal. Les champs de blé et d'orge sont encore bien verts. Mais en y regardant d'un peu plus près, le constat est sans appel. Vous avez très peu d'épis, bon, déjà même les feuilles hautes ils sont en train de griller sur place. Des feuilles jaunies, une terre craquelée et des épis atrophiés par le manque d'eau. On estime que le rendement il va être 3 fois moindre que d'habitude. On va se retrouver avec des rendements de 20 quintaux à l'hectare et encore. Une production en chute libre et aucune possibilité d'y remédier. Dans les Yvelines, les agriculteurs n'arrosent pas les céréales, car les pluies suffisent en temps normal. L'arrosage ne serait de toute façon pas une solution rentable. Exemple avec cette parcelle de choux. Un chiffre d'affaires de 2000 €. Il y a déjà un arrosage, c'est 100 €. Il vous faut au moins 5 ou 6 arrosages. Il ne reste plus rien. Cette année, les choux ne rapporteront pas grand-chose à l'exploitation. On se pose la question si on va pas laisser la terre vide. Régulièrement, Xavier Maurice consulte ses relevés pluviométriques et il sait que le temps presse. Pour limiter la casse, il faut qu'il pleuve dans les 10 jours. Après, ça sera trop tard. Là, du moins pour les céréales. Pareil pour tout ce qui est verger et autres, il faut de l'eau. Malgré cette situation difficile, les Yvelines ne sont pas encore officiellement concernées par la sécheresse, ni par d'éventuelles restrictions d'eau qui, elles, seraient fatales à certaines cultures. Un nuage indésirable, celui du volcan Grímsvötn. L'Islande rouvre en effet partiellement ce soir son espace aérien, mais la vigilance est de règle. L'évolution en Europe du panache de fumée et de cendres reste suivie de très près. Des perturbations aériennes dans le nord de la Grande-Bretagne sont possibles dans les heures qui viennent. Inflexion stratégique de l'OTAN en Libye. 12 hélicoptères français vont participer au combat, désormais au plus près du sol, signe d'une volonté des forces alliées de sortir de l'enlisement du conflit, malgré 2 mois de frappes aériennes. Aurélien Romano. Une douzaine d'hélicoptères de combat comme ceux-ci sont en route pour la Libye. Embarqué sur le Tonnerre, un navire qui aurait quitté le port de Toulon le 17 mai au soir, les Tigres, similaires à ces images d'exercice de l'armée, peuvent s'attaquer aux chars et permettre une présence au sol plus rapprochée. Ces appareils sont destinés à atteindre des cibles que les avions ne peuvent plus détruire. En cause, le trop fort risque de dommages collatéraux. Depuis 2 mois sur le terrain, la situation s'enlise. Les combattants insurgés et loyalistes se font toujours face dans des zones peuplées de nombreux civils. Des forces spéciales françaises seraient déjà présentes, mais leur mission se cantonne officiellement au repérage des cibles afin d'orienter les avions de la coalition. L'engagement au sol reste la ligne rouge à ne pas franchir. Alain Juppé confirme que le déploiement des hélicoptères respecte le cadre de la résolution 1973 de l'ONU. La coalition veut faire vite. Le conflit dure déjà depuis 2 mois et il pourra difficilement continuer plus que 2 mois supplémentaires. En juillet, les fortes chaleurs et la célébration du Ramadan risquent de rendre encore plus difficiles les opérations des insurgés. Surtout, au bout de 4 mois d'opération, l'autorisation du Parlement sera nécessaire pour continuer les frappes. La France a donc jusqu'au 19 juillet pour obtenir une chute rapide du régime de Muammar Kadhafi. Et après la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, un haut responsable du département d'État américain se trouve à Benghazi pour des échanges avec la rébellion. Pour les États-Unis, Kadhafi doit quitter le pouvoir, mais aussi la Libye. 73 députés UMP ont écrit à François Fillon pour dire l'exaspération des électeurs contre les nouvelles mesures de sécurité routière, notamment la fin des panneaux annonçant les radars. En plein
cauchemar. Dominique Strauss-Kahn se dit désolé et réaffirme son innocence dans un courrier électronique envoyé à l'ensemble du personnel du FMI. Message qui se termine par un au revoir en français. La course à sa succession, officiellement lancée aujourd'hui, Christine Lagarde fait figure de grande favorite, malgré le risque que fait peser son implication judiciaire pour l'arbitrage rendu dans le dossier Tapie. Christine Lagarde juge ce soir prématuré de se prononcer elle-même. Il ne m'appartient pas, dit-elle, de prendre une telle décision. Martine Aubry soutient la ministre de l'économie, la jugeant respectable, tandis que le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, déclare « Les convictions de Christine Lagarde ne sont pas notre tasse de thé ». La réaction dans un instant de Georges Tron, le secrétaire d'État à la fonction publique, qui sera avec nous pour aborder également bien sûr, ces dossiers. De son côté, Nicolas Sarkozy se pose en militant de la régulation contre, dit-il, le capitalisme financier qui nous a menés au désastre. On écoute le chef de l'État aujourd'hui même. Le mot régulation n'est pas un gros mot. Il n'y a pas de marché sans règles. Le marché sans règles n'est plus le marché. Mais la crise nous a montré l'intérêt des mécanismes de protection sociale pour amortir les effets de la crise économique. Je veux dire par là qu'un socle de protection sociale peut être un élément du développement économique. L'économie, la finance internationale, mais aussi les questions diplomatiques du moment. Beaucoup de sujets seront abordés au sommet du G8 qui ouvre donc jeudi à Deauville. Barack Obama est déjà arrivé en Europe. Il partagera, apprend-on, un barbecue après-demain avec David Cameron au 10 Downing Street. Sophie Normand. Barack Obama est arrivé ce matin en Irlande, première étape d'une tournée de 6 jours en Europe. Objectif, se rapprocher du vieux continent, avec un point d'orgue, le sommet du G8 à Deauville. Parmi les thèmes qui seront abordés, le nucléaire après la catastrophe de Fukushima et la sécurité des centrales, l'aide financière à apporter à la Tunisie et l'Égypte pour favoriser leur transition vers des systèmes démocratiques. Sur le Proche-Orient, Barack Obama relancera l'idée de la création d'un État palestinien, une idée accueillie avec bienveillance en Europe. Au-delà de la question libyenne, l'Afghanistan sera aussi au centre des débats, avec la question sensible du calendrier de retrait des troupes occidentales. Nicolas Sarkozy devrait profiter du G8 pour afficher son volontarisme devant les principaux responsables politiques de la planète et tenter du même coup de rehausser sa popularité auprès des Français. Les réquisitions au procès en appel de l'affaire Clearstream, la manipulation à but industriel est à l'instigation de Jean-Louis Gergorin seul, selon le premier avocat général, tandis que le second, chargé de requérir contre Dominique de Villepin, a maintenu il y a quelques instants l'accusation de complicité par abstention. Il a adhéré au dessein de Jean-Louis Gergorin dans un but politique, selon l'avocat général Jean-Louis Perrol, pour écarter Nicolas Sarkozy de la route de l'Élysée. Georges Tron, donc le secrétaire d'État à la fonction publique, est notre invité. Bonsoir Georges Tron. Bonsoir. Vous faites face, on le sait, à la grogne des fonctionnaires et à un malaise général dû aux suppressions de postes et puis aux revendications salariales. Vous nous direz quelle est votre réponse dans un instant, mais d'abord quelques questions politiques, bien sûr, en rapport avec l'actualité qui est toujours dominée par l'affaire DSK. On a appris aujourd'hui que l'ancien directeur général du FMI avait écrit un message électronique à tous les employés du Fonds monétaire pour dire qu'il vivait un cauchemar. Est-ce que c'est un mot qui vous inspire, vous, une compassion ? Bon, je pense qu'il utilise le mot exact par rapport à son sentiment. Personne, en tout cas pas moi plus que quiconque, est capable de déterminer aujourd'hui si oui ou non c'est un cauchemar parce que les faits sont faux, comme le semble dire son avocat, ou si c'est un cauchemar parce que du jour au lendemain, il prend conscience, peut-être par sa faute, qu'il est dans une spirale qui est une spirale de la chute. Donc, à mon sens, les choses sont très simples. Il a aujourd'hui besoin de s'exprimer sur ce qu'il ressent. Il le fait avec ses mots. J'entends ce mot. Il ne m'inspire pas de sentiment particulier, vous êtes mais toujours, je suis... un peu comme nous tous, toujours dans une situation d'hébétude. Oui, et puis simultanément, je suis quand même assez frappé de voir que la différence de système aux États-Unis et chez nous aboutit quand même à ce qu'il y ait à l'égard du présumé coupable de l'autre côté de l'Atlantique et innocent chez nous, un comportement assez dur. Je veux dire par là qu'il a été montré, il a été exhibé, on l'a filmé dans la salle d'audience, ce qui chez nous ne se fait pas. Et de ce point de vue-là, j'imagine que le mot cauchemar est celui qu'il
qui correspond bien à son état d'esprit. Est-ce que vous perdez avec lui votre rival préféré pour 2012 et je crois que vous aviez préparé un argumentaire pour rappeler justement que le patron du FMI, DSK, était en ligne parfaite avec la politique suivie par Nicolas Sarkozy depuis 2007. C'est ça, vous aviez préparé un argumentaire? Je l'avais d'autant plus préparé que ça se fait au jour le jour. En réalité, le directeur du FMI a fait pendant 2-3 ans une apologie de la politique menée en France et a préconisé dans les pays qui nous entourent une politique encore beaucoup plus dure. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait entendu et suivi le FMI, on n'aurait pas eu quelques réductions d'emplois dans la fonction publique avec la règle du 1 sur 2, on serait allé beaucoup plus loin et le point d'indice aurait sans doute été gelé, voire même aurait été gelé après avoir diminué. Donc j'avais, comme quelques autres... en deçà des préconisations du FMI c'est pas de je DSK. l'estime en deçà, c'est que nous sommes en deçà des préconisations du FMI et de DSK. Et faire une campagne sur le thème je fais l'inverse ou je préconise l'inverse aujourd'hui de ce que j'ai fait ou préconisé hier, n'était pas le plus facile. Je pense cela dit que le Parti socialiste dans son ensemble aura besoin de répondre à des questions de cette nature dans le cadre de la campagne présidentielle. Oui. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui la nomination de Christine Lagarde à sa place? Je ne sais pas si je la souhaite. Oui. Je sais en tout cas une chose, c'est qu'elle en a à la fois l'image, les compétences et j'allais presque dire le profil consensuel idéal. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que ça dépend de d'autres facteurs que les sentiments personnels. D'abord savoir si elle véritablement le souhaite, savoir en second lieu si un scénario pour la remplacer a déjà été étudié. Elle est quand même, qu'on le veuille ou pas, à la tête de l'économie ou du ministère de l'économie depuis maintenant pas mal d'années. Elle est considérée sans doute comme la meilleure ou en tout cas l'une des toutes meilleures ministres. On ne se sépare pas de quelqu'un de ce talent comme ça, mais enfin cela dit, c'est vrai qu'au niveau international, elle a une crédibilité. D'ailleurs, vous évoquez déjà son éventuel remplacement. Bon, vous dites, il y a déjà des spéculations, c'est vrai. Certains disent. J'ai pas compris le mot de spéculation. Ah oui, je ne sais pas. Est-ce que par exemple, il faudrait faire entrer à Bercy un ex-villepiniste comme vous, par exemple, mais moi j'y suis déjà, remarquez. C'est plus simple. Non, le vrai sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un qui est une stature aussi reconnue que Christine Lagarde. Et si d'ailleurs aujourd'hui son nom est cité, c'est parce que cette stature est justement reconnue au-delà de la France. Donc il y aura un choix à faire, c'est le président qui le fera ou qui le ferait. Je n'en sais encore rien. En tous les cas, son implication judiciaire dans l'arbitrage tapis, je trouve ça n'est pas une faiblesse selon je sais vous, pas, je trouve ou ça... un risque que ne peut courir le FMI? Je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant parce que dans l'affaire dont il s'agit, Christine Lagarde a donné tous les éléments de réponse. Elle l'a fait de façon la plus ouverte qui soit. C'est une procédure qui est une procédure lancée à des fins manifestement politiques pour affaiblir le gouvernement. Et très franchement, par rapport à la Cour des comptes a émis des avis, a fait des critiques. Christine Lagarde a répondu dans le cadre d'une procédure qui a été une procédure sur laquelle le Parlement s'est exprimé. Il y avait des parlementaires qui siégeaient dans le fameux établissement public. Donc très franchement, ça montre que de temps en temps, une forme, pas dire d'instrumentalisation, mais d'utilisation de procédures juridiques ou judiciaires peut se révéler d'autant plus déplacée que le contexte nouveau dans lequel on se situe le prouve. Vous avez peut-être envie de tirer votre chapeau alors à Martine Aubry qui la soutient. Elle a dit c'est une femme respectable. Je tire surtout mon chapeau à des propos qui soit sont contredits par les plus durs du Parti socialiste comme M. Hamon hier, soit semblent contredire la procédure elle-même. C'est quelqu'un de respectable, c'est exactement ce qui ressort pour tout le monde, et je trouve que ça amenuise fortement la procédure qui a été lancée. Oui. En tous les cas, donc Benoît Hamon a dit que Christine Lagarde, ça n'était pas sa tasse de thé. Oui, écoutez, Benoît Hamon, par ailleurs c'est sympathique, mais Benoît Hamon est tenant d'une ligne au Parti socialiste qui est entre la gauche et l'extrême gauche, et aujourd'hui avoir des propos de cette nature, on va dans la continuité de son parcours politique. Je m'aperçois que c'est même pas les propos que reprendrait ou que reprennent quelques ténors du Parti socialiste dont Martine Aubry. Ça veut dire que toujours lui. Vraiment plusieurs sons de cloche différents en PS. Il voit le même projet politique entre le sarkozysme et le lepénisme, Benoît Hamon, sur l'immigration. C'est aussi fin que la phrase précédente. Je trouve que avoir une approche qui est toujours caricaturale des propos tenus par la majorité, sans même d'ailleurs qu'on sache en quoi le Parti socialiste préconise des mesures qui seraient de nature à rassurer les Français sur ce thème-là, ça met en attente. Et je suis convaincu que pendant la campagne présidentielle, il faudra sortir de ces postures d'attente et de critique pour faire autre chose. On l'a entendu aujourd'hui, Nicolas Sarkozy veut des
politique axée sur l'emploi, développant des socles de protection sociale. Oui. Georges Tron, est-ce que vous agissez dans ce sens, dans la fonction publique, où la colère s'exprime jour après jour? Je trouve que dans la fonction publique, on démontre justement que nous sommes très attentifs à ça. Quand je signe avec les organisations syndicales et François Baroin, il y a de cela un mois, maintenant un peu plus d'un mois, un accord que 6 organisations syndicales sur 8, je dis bien 6 sur 8, la CGT, la CFDT, l'UNSA, signé, ça veut dire qu'on a véritablement montré qu'il y avait volonté de mettre du social dans notre action politique. Et on le fait dans un domaine en plus, celui de la fonction publique, où une partie des Français sont convaincus que la garantie de l'emploi est déjà quasiment un atout social qui à lui seul se suffit. Ça prouve qu'il y avait encore des choses à faire, nous le faisons. C'est la démonstration qu'on ne se satisfait pas de ces situations pourtant plus sécurisées que sont celles des fonctions. Vous avez osé dire il y a quelques mois qu'il fallait remettre en cause le dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Vous avez vite rentré dans votre coquille, mais la question se posera, pensez-vous? J'ai pas dit qu'il fallait remettre en cause le dogme, parce que c'est pas un dogme. Et 2, je ne suis pas rentré dans ma coquille parce que je continue à penser qu'on peut avoir des réflexions sur ce qui se passera après sans pour autant s'y accrocher. Oui. Il faut voir ça avec discernement. Le 1 sur 2, c'est une politique qui est aujourd'hui réaffirmée pour les 2 ou 3 prochaines années pour une raison très simple, c'est que nous sommes encore dans la période où le départ à la retraite permet de l'appliquer. Est-ce que le fait de s'interroger pour savoir ce que l'on fera après relève d'une posture particulière? La réponse est non, bien entendu. Et d'ailleurs, au demeurant, c'est ce que font certains dans la majorité. Ce que je veux simplement dire, Michel Grossior, et c'est important, c'est que le 1 sur 2, c'est pas une finalité, c'est un instrument. Un instrument de quoi? D'une reprise en main de nos comptes publics, d'une réduction des déficits qui est plus prioritaire que jamais. L'un des grands clivages de la campagne présidentielle et législative avec le Parti socialiste sera de voir de quelle façon ils mettent enfin leur volonté affichée de réduire les déficits et leur propension à faire des promesses de toute nature qui ont vocation à accroître les déficits. Par exemple, les 300 000 emplois d'avenir qui ne sont rien que la reproduction des 300 000 emplois jeunes d'il y a 10 ans à peu près. Donc c'est une question de fond. Je suis convaincu, totalement convaincu de la nécessité d'avoir la maîtrise de nos comptes publics et convaincu qu'on peut réfléchir à différents outils pour y parvenir. D'accord. Et alors vous voulez mettre la pression sur les opérateurs de l'État, oui, c'est par exemple Météo France ou Pôle emploi qui se porte pas très bien du tout. Et vous avancez là dans ce dossier? C'est pas qu'il se porte pas bien ou pas bien du tout. C'est qu'en réalité, dans les dernières années, l'État a en gros baissé ou diminué ses effectifs en administration centrale et déconcentrée. Et puis les opérateurs, c'est-à-dire tous ces agences qui gravitent autour, ont quasiment multiplié, je dis bien multiplié leurs effectifs. Je dis simplement qu'aujourd'hui, demander aux opérateurs... Ah oui, ça avance, oui. Demander aux opérateurs... concrètement, ça avance puisqu'on leur met des plafonds d'emploi et qu'on va donc diminuer, appliquer en gros la règle du 1 sur 2 aux opérateurs. Mais je pense qu'on pourrait même aller un peu plus loin. Je voudrais vous poser quand même une question, enfin, Georges Tron, sur le procès en appel de l'affaire Clearstream. Oui. Un mot peut-être sur le réquisitoire. On a entendu tout à l'heure l'avocat dire que Dominique de Villepin s'était rendu d'une certaine manière coupable par abstention, quoi. Je dois dire qu'il y a quelques mois, je comprenais toujours pas très bien ce que cela recouvrait en termes juridiques. Je suis assez convaincu que ça ne recouvre pas grand-chose de concret. Dominique de Villepin vit des moments qui sont des moments difficiles. J'ai beaucoup de pensées pleines d'amitié pour lui. Je souhaite que le jugement qui a été prononcé en première instance soit confirmé. Je souhaite qu'on puisse tourner cette page pour Dominique de Villepin, pour le président de la République et pour toute la majorité. Donc vous voulez que son avenir politique pour 2012 cesse d'être obstrué par cette affaire? Je pense d'abord à l'homme. Il n'y a pas de question d'avenir politique. Sur le plan politique, je suis très clair et depuis longtemps, y compris quand j'étais, si j'ose dire, à ses côtés. Il est tout à fait évident qu'il faut un candidat unique et que ce doit être le président de la République. Est-ce que c'est pour autant que je souhaite à quiconque, et encore moins Dominique qu'à quiconque, des difficultés de cette nature? La réponse est non. Donc vous espérez un acquittement malgré ce réquisitoire de l'avocat général? Oui, enfin je note qu'il y a eu un réquisitoire dans l'après-midi d'une autre nature et qui a laissé penser qu'il fallait voir plutôt des causes industrielles que politiques à ce qui s'est passé sur l'affaire Clearstream. Ça c'est pour Gergorin, oui, mais alors... Oui, mais enfin c'est pas le Gergorin, c'est l'affaire. Est-ce que oui ou non l'origine de l'affaire est de nature industrielle ou politique? C'est la thèse développée. À la base. Voilà, c'est la thèse qui est développée par un autre magistrat. Voilà, j'entends ça. Très bien, restez avec nous Georges Tron, parce que nous allons parler des conséquences de la crise, du chômage, de la rigueur, de l'austérité budgétaire, des facteurs qui expliquent la déroute électorale des socialistes en Espagne lors des élections municipales et régionales d'hier. José Luis Zapatero évoque un châtiment qui était prévisible selon lui et la population, beaucoup de jeunes, ont, vous le savez, envahi les rues dans un phénomène inédit depuis la mi-mai. Margot Aubrio. Les socialistes espagnols ont bien dû faire leur mea culpa après leur déroute hier aux élections municipales et face à une contestation sans précédent. Pour le 8e jour consécutif, ces jeunes se réveillent Puerta del Sol, en plein cœur de Madrid.
Ils ne partiront pas encore. Ils comptent bien prolonger l'occupation une semaine de plus. Ils, ce sont les indignés. Au départ, une poignée de jeunes madrilènes. Aujourd'hui, des milliers de manifestants. De jeunes précaires, mais aussi des personnes âgées ou des chômeurs. Pêle-mêle, ils dénoncent l'injustice sociale, la corruption, la dictature des marchés et les plans d'austérité. Oui, c'est vrai, il y a une crise internationale. Mais en France, en Allemagne, ça ne va pas si mal qu'ici. Donc oui, ils y sont bien pour quelque chose. Ici, ils ont installé une cantine, une infirmerie, un stand d'information juridique. En moins d'une semaine, ils ont transformé la place en véritable village autogéré. Mais plus qu'un simple rassemblement, ils appellent à la révolution. Leur mouvement est inédit, pacifique et spontané, mais il répond à un profond mal-être dans un pays où le chômage touche près d'un jeune sur deux. Il y a 8 ou 9 ans, nous étions parmi les plus importants pays du monde, et en tout cas d'Europe. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très mal. Hier, la contestation s'est traduite jusque dans les urnes. Les campeurs, eux, ne se réclament d'aucun parti et continuent de dénoncer le bipartisme espagnol. Avec nous, Pierre Benet, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OCDE. Vous connaissez très bien la situation en Espagne. Et Cécile Van de Velde, sociologue à l'école des hautes études en sciences sociales. D'abord, quelques chiffres de la réalité de la crise espagnole. Pierre Benet, le chômage d'abord. Oui, le chômage a explosé. C'est frappant. On voit qu'en Espagne, on est revenu un peu à la situation 10 ans en arrière en termes de taux de chômage. On a retrouvé un chômage autour de 20% comme il y a 10 ans. Ceci dit, il ne faut pas être trop négatif. L'Espagne avait augmenté son taux d'emploi de façon spectaculaire. Il y a 10 ans, c'était à peu près 50% de la population. Aujourd'hui, c'est encore autour de 60%. Donc il reste quand même des gains. Oui. Tous les gains n'ont pas été effacés par cette crise. Les jeunes sont particulièrement exposés. Les jeunes sont très exposés, donc un taux de chômage des jeunes de plus de 40%, et en particulier les jeunes non qualifiés, qui forment à peu près les 2/3 des jeunes au chômage. Il faut savoir que les jeunes non qualifiés en Espagne, ça veut dire des jeunes qui abandonnent au niveau du brevet, l'équivalent du brevet en France. Oui. Donc très jeunes. Est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre la situation en Espagne pour les jeunes, par exemple, et ce qui se passe en France? Là, Georges Tron vous écoute attentivement. Pour les jeunes. Pour les jeunes, on ne peut pas comparer deux pays qui sont des situations assez différentes. Ce qui est comparable, mais à des degrés, c'est une question de degrés, c'est qu'effectivement les jeunes sont beaucoup plus touchés. En France, le chômage des jeunes, c'est 2 fois plus que le chômage des adultes. Oui. Et donc ça c'est le point commun, évidemment. Et Cécile Van de Velde, vous avez regardé de très près ce phénomène, les indignés, notamment de la place Puerta del Sol, au cœur de Madrid. Les revendications sont très larges. On s'aperçoit qu'il y a un rejet protestataires, d'ailleurs, on l'a vu dans les élections, ce sont les socialistes qui sont visés, mais en fait les deux grands partis sont rejetés. Complètement, il y a vraiment un dépit du politique qui est lié à une forme de rejet du capitalisme financier. Quand on lit les slogans, c'est assez frappant, c'est les banquiers en prison, nous ne sommes pas des marchandises, vous ne nous vendrez pas le soleil. Donc il y a vraiment une forme d'idées qui perdent leur souveraineté eux-mêmes sur leur vie, mais aussi que les politiques perdent leur souveraineté pour pouvoir jouer sur leur propre destin. Alors vous allez assez loin parce que vous regardez ces jeunes, vous dites qu'ils ont un désir mimétique par rapport aux révolutions arabes? Pas forcément mimétique, mais se revendiquent eux-mêmes, notamment dans la forme pacifique, dans la volonté du pacifisme, dans la forme même médiatique. C'est-à-dire qu'ils s'installent et ils font un sitting sur cette place. Ça rappelle furieusement des images qui nous viennent du printemps arabe. Ils s'en revendiquent et ils se revendiquent aussi. Donc c'est de plusieurs racines internationales. Parce que pourquoi s'appellent-ils les indignés? C'est le livre de Stéphane Hessel qui vient d'être traduit en espagnol et qui a eu un retentissement assez important au sein d'une jeunesse qui était quand même dans leurs racines, dans leur déjà sous forme d'une frustration assez importante, qui se sont déclassés par le diplôme, mais aussi par le logement, des fortes difficultés d'accès au logement. Pierre Benet, alors sur quoi peut déboucher ce mouvement protestataire, sachant que le camp en face n'a pas forcément les bonnes solutions? Alors, le camp d'en face, effectivement, est resté relativement prudent jusqu'à présent sur les mesures, mais on comprend... Même s'il attend beaucoup des prochaines élections générales, évidemment. Oui, on comprend implicitement qu'en fait, il aura des mesures pas très différentes de celles qui sont mises en place par le gouvernement actuellement, puisque ce sont des mesures en fait, de libéralisation de l'économie, de libéralisation du marché du travail. Donc, les mesures qu'il faut prendre, quelles sont-elles? C'est assez difficile de faire la meilleure liste possible des mesures à prendre. C'est comme pour la France, je pense qu'il faut rester modeste là-dessus. Mais d'abord, l'éducation. J'ai commencé là-dessus, je pense que c'est très important, notamment en Espagne, beaucoup de jeunes redoublent. Il y a un très fort taux de redoublement. Peut-être qu'à l'école, au niveau du collège, il faudrait
faudrait avoir un peu moins de redoublement et permettre, pour essayer d'éviter d'avoir des jeunes qui sortent complètement sans qualification parce qu'ils finissent par perdre en fait l'envie de continuer. Après, sur le marché du travail, c'est une réforme clé en Espagne pour beaucoup d'aspects parce que en Espagne, les gens qui ont un contrat à durée indéterminée sont extrêmement bien protégés, ce qui fait qu'ils ont tendance à ne plus bouger sur leur poste, ce qui freine les réallocations de l'économie vers des secteurs plus dynamiques, ce qui freine aussi l'insertion des jeunes. Tous ces jeunes qu'on voit effectivement qui sont frustrés de ne pas pouvoir accéder sur le marché du travail, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de poste qui se crée pour eux. Alors vous parlez de réforme. Cécile Van de Velde, est-ce qu'on peut parler de réforme face à une population en révolte sociale ? C'est vrai qu'il y a une certaine... En tout cas, ils vivent une impuissance du politique, eux personnellement. Parce que qu'est-ce qui se passe dans leur situation? C'est qu'on est sur des générations nouvellement diplômées. On est sur un accès quand même nouvellement massif, en tout cas quand on compare à la situation française dans les études. Et ils se retrouvent dans une situation ensuite où même intégrés sur le marché du travail, donc au-delà du chômage, en tout cas quand on écoute leur discours, même intégrés avec une précarité salariale. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si on a eu dans les jeunesses méditerranéennes des mouvements, donc en Espagne, 1 000 €, 700 € en Grèce, c'est des jeunes salariés, ce ne sont pas des étudiants forcément, ce sont des jeunes salariés plutôt trentenaires, plutôt très diplômés, des architectes, des journalistes, qui, en tout cas dans ce mouvement et dans le mouvement précédent, qui expriment leur frustration de ne pouvoir s'installer. On est dans des sociétés aussi qui invitent à une installation familiale qu'ils ne peuvent s'offrir, sinon par un surendettement, donc alternatif aux conditions de travail, aux conditions salariées, des surendettements qui sont sur 40 ans. Donc là, le coup près de la crise, avec l'idée que les plans d'austérité arrivent, c'est comme un cristallisateur sur des racines sociales qui étaient quand même déjà assez sous-jacentes. Du rejet parmi la jeunesse du capitalisme financier. Justement, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a repris exactement ce même thème en disant que ce capitalisme financier-là nous avait conduit au désastre. Il prône une régulation. Vous avez un commentaire à faire sur la posture adoptée par le chef de l'État français? Pas sur celle du chef de l'État, en tout cas sur le mouvement. Effectivement, ça se traduit. Ce rejet du capitalisme financier, ce qui est intéressant, c'est qu'il se traduit concrètement par un rejet du politique de droite comme de gauche. L'idée que l'alternance ne sert à rien, qu'elle soit de droite ou de gauche. Donc il y a une forme de dépit par rapport aux politiques, ce qui est quand même un potentiel contestataire, même si pour l'instant il est ponctuel, un potentiel contestataire à ne pas sous-estimer. Georges Tron, une réaction sur ce qui se passe en Espagne et qui ressemble par certains aspects les frustrations de la jeunesse à ce qu'on peut vivre en France. Oui, mais je suis très frappé parce que les deux analyses sont d'abord très intéressantes et très fondées au demeurant. Et on peut parfaitement comprendre, vous savez, moi je suis maire d'une ville de banlieue depuis de nombreuses années. Dans les banlieues, on voit également des jeunes gens qui ont un sentiment, en un moment ou un autre, de se heurter à un mur. Le vrai problème, c'est qu'en fait, c'est l'inverse de la conclusion auquel... Et vous avez bien fait de dire ce que vous avez dit, comprenez-moi bien. Mais l'inverse de la conclusion auquel vous parvenez. En gros, c'est le politique qui aujourd'hui est en mesure de freiner le développement d'un capitalisme qui ne respecte plus aucune règle. Comment doit-on faire en sorte d'éviter ce qui s'est passé à nouveau? C'est simplement... Il y a loin parfois des discours aux réalisations concrètes. Non, mais il faut une vraie régulation politique pour pouvoir contrer un capitalisme débridé. Et donc, c'est plutôt un appel à plus de politique qu'à moins de politique, auquel on pourrait penser qu'il serait... Pierre Bénet, le ministre a critiqué les emplois jeunes, enfin le retour des emplois jeunes sous une nouvelle forme annoncée par Martine Aubry. Est-ce que ça peut être une solution, par exemple, pour donner une espèce de bouffée d'oxygène et d'espoir à la jeunesse française? Ou est-ce que vous pensez que c'est une hérésie économique? Bon, sur la France, moi je ne m'occupe pas directement de la France, donc je ne voudrais pas intervenir trop sur ce sujet-là, mais il est évident que les emplois jeunes vont avoir un impact positif sur l'emploi. Ça peut être qu'une mesure temporaire, c'est-à-dire que c'est une mesure qui peut servir à redonner l'espoir à un certain nombre de jeunes qui sont complètement sortis du marché du travail, mais ça ne peut pas être la solution au chômage. Bon, donc, ça, un dernier mot, l'Espagne s'en sortira? Je pense que l'Espagne s'en sortira et c'est effectivement une bonne conclusion parce qu'on est souvent trop négatif sur l'Espagne. Très bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. À 22 h, le prochain journal sur Public Sénat, tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir à tous. La France a-t-elle raté le rendez-vous des révolutions arabes? Sommes-nous une cible pour le terrorisme islamiste? Quelle est vraiment notre influence dans les grands sommets internationaux? Ce sera le thème du docu-débat cette semaine, avec un documentaire passionnant qui retrace 5 siècles de diplomatie française, et c'est sur Public Sénat. Élise Lucet présente Le Débat, samedi à 23 h sur Public Sénat.